Il est temps de commencer, donc merci à tous d'être présents à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est le lancement de notre premier webinaire de l'année. Merci à Sim Béton et à Stéphane Herbin de jouer le jeu de ce webinaire et d'être présents pour cette super présentation. Très rapidement, donc moi je suis Émile Razak, présidente du syndicat des architectes de Paris. Je suis avec mon équipe qui est là, Marie, Thibault, Tarek, Gérard également. Aujourd'hui, on va parler de décarbonation du béton. Ça va se passer en 30 minutes de présentation donc, de Stéphane. Ensuite, on aura 15 minutes d'échange. Donc là, tous vos micros sont éteints. Donc, vous ne pouvez pas prendre la parole pour des raisons d'organisation. Néanmoins, vous avez en bas la possibilité de participer et de poser des questions dans le question-réponse. On essaiera avec Stéphane de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation de Stéphane qui devrait donc se terminer à 18h34 pour être précis. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Et puis moi, si j'ai des réponses en cours, je vous répondrai par écrit. Et sinon, on répondra à tout à l'oral à la fin des 30 minutes de présentation. Encore merci à tous et bonne écoute. Et Stéphane, c'est à ton tour. Merci d'abord le temps de lancer le partage qui devrait fonctionner dans un instant. Voilà. Si tout va bien, on essaie de réduire cet écran. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien la présentation? J'espère que c'est OK. C'est bon. Ok, super. Merci déjà de cette initiative et de nous accueillir. Donc, je vais vous parler de transition écologique et plutôt de décarbonation et des réponses de la filière béton. Simplement, en petit préambule, une situation un peu de vos interlocuteurs en tant que constructeur dans l'univers du béton. Donc moi, je suis au sein de l'équipe Simbéton, qui est là pour assurer la promotion et la diffusion des solutions. Et on est intégré au syndicat France Ciment, qui comporte d'autres supports, médias, d'information ou revues. Vous avez également à droite l'UNICEM, où vous avez les syndicats plutôt des acteurs du béton, du granulat, les producteurs de matériaux ou les adjuvantiers, qui ensemble ont constitué un groupement qui s'appelle la filière béton et qui diffuse de l'information très grand public au travers d'un site qui s'appelle Buy Béton et qui fait également mention des acteurs de la préfabrication, on y reviendra tout à l'heure, qui sont portés par l'AFIB, les industriels producteurs, et le CERIB, qui est leur centre technique. Et enfin, quand on est architecte, souvent, on a une petite référence, une petite connaissance de Bétocib, qui est l'association des architectes amoureux du béton, et qui décerne tous les ans des trophées béton aux étudiants des écoles d'architecture et tous les 2 ans aux professionnels. Alors, est-ce que ciment, béton et transition écologique est un paradoxe? Donc, le ciment inventé par Louis Vicat a à peu près 200 ans, et on voit bien à travers cet exemple des buts de Chaumont, que déjà au 19e siècle, on a associé béton, artificialisation, mais aussi renaturation et végétaux et biodiversité. Donc cette idée finalement qui se fait jour aujourd'hui à nouveau n'est pas si inédite que ça. Et on va essayer de voir ensemble comment on peut progresser et participer à cette transition écologique qui est évidemment essentielle et sur laquelle nous ne discutons même pas la pertinence ni l'intérêt. Simple petit préambule, le béton, c'est quoi? Pour être bien d'accord, c'est un mélange de sable, de granulats, de ciment et d'eau. Et ce support permet, par l'agrégation réalisée par le ciment, qui est le liant hydraulique, qui assure la cohésion et la prise de l'ensemble des composants, d'avoir notre matériau de béton qui est évidemment, comme vous le savez, façonnable et ajustable aux besoins. Donc vous avez ici un petit résumé avec des fourchettes de proportions qui dépendent des objectifs poursuivis pour le béton que l'on met en œuvre dans l'ouvrage. Le ciment est donc la colle à cailloux en quelque sorte. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre et de repositionner deux, trois termes pour être bien d'accord tous ensemble sur les significations de ces appellations. Donc, quand on prend un ciment avec des additions minérales, c'est un liant.
Lorsque je lui ajoute de l'air entraîné dans le mélange avec de l'eau, ça devient un coulis ou une pâte. Si j'ajoute simplement du sable, c'est un mortier. Quand j'ajoute en plus du sable des granulats, c'est un béton. Et si j'ajoute des ultra fines, c'est-à-dire des granulats de très très petite dimension, on va avoir du béton de très haute performance, ou ultra haute performance le cas échéant sur l'appellation. Donc une fois qu'on a situé ces composants-là, ben, on va regarder un petit peu quel est le processus industriel du ciment, qui est bien souvent celui qui est dans l'objet des discussions les plus importantes en ce moment. Le process industriel du ciment, il est le même sur les 25 cimenteries qui sont réparties en France sur le territoire. Il y a également quelques centres de broyage qui peuvent exister. C'est l'ingrédient de base et on l'obtient en 12 étapes. On va d'abord extraire de la carrière qui est souvent à proximité de la cimenterie à peu près un mélange de 80% de calcaire et 20% d'argile. Et on va homogénéiser ces matières premières avant de les broyer. On appelle ça le cru. En substance, c'est à peu près une farine qu'on va homogénéiser, donc ça prend un certain temps, de façon à bien assurer la cohésion de tous ces éléments-là. La granulométrie est un point important de la performance. Et ensuite, on va rentrer dans un processus de cuisson qui est sur le diapo que vous avez à l'écran, les étapes 5 et 6, qui sont l'essentiel de l'impact en termes d'empreinte carbone de la création du ciment. On a, au cours de cette étape, les deux tiers des 91% qui vont être émis par la transformation physico-chimique de notre matière. On a du CaCO3 en chimie qui va se transformer en CaO et donc qui va libérer du CO2. Donc c'est une formule chimique de base relativement simple, évidemment, et c'est à ce moment-là également qu'on va retrouver pour un tiers de ces 91% les émissions de carbone qui sont dues à la consommation énergétique et aux besoins qu'on a pour le four et la portée à température autour de 1450 degrés pour cuire cette matière. À l'issue du four, on va refroidir assez brutalement la matière obtenue, qui s'appelle du clinker encore, et on va avoir des espèces d'agrégats, des nodules de clinker, qui vont ensuite être stockés et auxquels on peut ajouter d'autres constituants. J'y reviendrai un petit peu après, des constituants qui sont minéraux, toujours, et on verra un petit peu après quel type de constituants peuvent être ajoutés. Et le mélange de ce clinker seul ou de ce clinker avec l'un de ces constituants va vous donner une palette de ciment qui va être broyée, puis stockée et expédiée vers les sites qui vont produire le béton. Pour situer un peu le sujet, dans le ciment et la transition écologique, on parle souvent de cette valeur, qui est l'empreinte carbone dans le monde des ciments béton. Il y a une forme de mélange, d'association des deux valeurs. Mais ça, c'est les valeurs qui sont tirées directement d'un rapport de Nations Unies de l'année dernière, de données 2024. On est à peu près voilà, à 7% de l'empreinte des activités monde en termes de CO2, quand on mélange tous les sujets, bien sûr, agriculture, automobile, transport, créations industrielles, etc., etc. Or, en France, bah, la situation est un petit peu différente. On est aujourd'hui sur des valeurs qui sont 2023, parce que simplement les 2024 n'étaient pas tout à fait consolidées et actualisées. On est à peu près autour de 2%, ce qui est relativement stable sur les dernières années. Cette différence s'explique par le fait qu'on est sur un territoire déjà avec un peu moins d'impact transport, avec des installations qui sont un petit peu plus performantes que toutes celles qu'on peut avoir à travers le monde, et notamment des productions d'énergie qui sont un petit peu déjà plus performantes que ce qu'on a sur l'ensemble de la planète. Mais le ciment sait qu'il doit s'améliorer. Il doit s'améliorer pour la transition écologique, pour la planète, et aussi pour continuer à exister et à être un partenaire de l'acte de construire. Pour ça, il a rédigé une feuille de route en mai 2023 qu'il a présentée et fait valider par les ministères qui sont nos gouvernements pour prendre les engagements avec deux étapes. D'abord un horizon à 2030 qui repose sur quatre leviers. L'amélioration de l'efficacité énergétique, ça veut dire changer des composants des fours, les refroidisseurs, les brûleurs, installer des précalcinateurs. Alors le précalcinateur, vous avez un petit aperçu sur l'image de droite, c'est la grande tour qui est juste avant le four.
et qui permet, par un certain nombre de systèmes, de préchauffer la farine dont je vous parlais, le cru, et d'obtenir une entrée au four qui est déjà à 700 degrés, simplement par la récupération de la chaleur fatale du four, par exemple. Ça, c'est 3,7% d'économie attendue. Le remplacement des combustibles, bien sûr, fossiles, au profit de combustibles de récupération qui proviennent la plupart, pour une large part, de produits qui vont être en fin de vie. On a des emballages, on a les biens de consommation, on a des déchets industriels, de la biomasse, des farines animales. Et tous ces produits-là, particulièrement ceux qui sont industriels, sont donc valorisés en énergie. Ils sont valorisés aussi en matière parce que, donc pour cela, ce sont leur voie alternative, c'est l'enfouissement. Donc on récupère les déchets et on évite de polluer un peu plus, c'est pas plus mal. Et enfin, bien sûr, il y a toute la gestion du clinker dans les ciments, où on va chercher à associer le clinker qu'on a eu à la sortie du four avec d'autres composants minéraux. Ça peut être des argiles, ça peut être des laitiers d'eau fourneau, ça peut être du calcaire non cuit, ça peut encore être de la pouzzolane, des cendres volantes, etc. Et ces différents ciments, à ce moment-là, qui vont être l'association de ce clinker avec un composant, vont permettre de réduire l'empreinte de 12%. On obtient avec ces trois leviers 27% de réduction et 23% complémentaires par l'installation de dispositions de captage de CO2 qui vont soit vers des voies de stockage. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus mature et de plus solide en termes d'évacuation, on va dire, de contenance du CO2, soit de valorisation. Et là, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours avec quelques startups et qui laissent présager quelques voies de débouchés encourageants, puisqu'on pourrait en plus récupérer le CO2 à des fins utiles. L'ensemble de ces deux-là, donc on obtient notre engagement de CO2 en 2030, réduction de 50%. Et par l'extension de ces processus sur tous les dispositifs et surtout l'augmentation et la valorisation encore plus forte du captage de CO2, on a un engagement de moins 90% à l'horizon 2050. Mais revenons au 2030 et regardons ce que ça donne. L'engagement de 50%, d'abord, en 2030, il se fait par rapport à 2015. Il faut savoir que ces feuilles de route, on y travaille sur d'autres secteurs. Et aujourd'hui, dans ce que j'ai pu travailler, moi, il y en a à peu près une petite vingtaine qui existent, qui sont essentiellement soit émanent de secteurs industriels, comme le nôtre, le verre, les métaux, ou de grands groupes industriels comme Saint-Gobain ou Velux, par exemple. On est loin de couvrir la totalité des besoins en termes de palette de composants pour le bâtiment, mais c'est déjà un début. Et pour ce qui est du ciment, ben, ce mélange va nous offrir toute une palette de ciments que vous avez à l'écran et qui vont faire évoluer la gamme. Le ciment à gauche, le CEM1 à 748, là, c'est le ciment historique. C'est celui qui est à plus de 95% de clinker et qu'on utilise finalement de moins en moins. Ceux qui sont les plus utilisés sont les deux gris juste à côté. Les CEM2A, ce sont les plus diffusés sur le territoire français et ils restent encore assez émissifs. Et ils sont déjà composés de clinker avec un des autres composés minéraux. On a donc des associations de composés minéraux qui sont produits par l'ensemble des cimentiers, à l'exception de deux, comme vous le voyez à l'écran, qui sont des ICV encore individuelles, parce qu'elles ne sont produites que par l'un des fabricants aujourd'hui qui sont sur le marché. Et on va aller jusque la fin des colonnes bleues, où on va trouver des ciments avec du clinker et des laitiers de haut fourneau, par exemple, qui sont parmi les moins émissifs. La moyenne française, quand on associe à chaque type de ciment les volumes qui sont aujourd'hui consommés, ça ce sont les données qui ont été publiées en 2024, on a une valeur moyenne française qui est à 611 kg de CO2 par tonne de ciment produit. On a déjà préparé les valeurs qui vont paraître en 2025 et d'ores et déjà, je peux vous dire que la valeur 2025 moyenne va être très en dessous de 600. Donc les investissements, les améliorations et tous les travaux que je vous ai un petit peu cités avant commencent à payer un peu les efforts, et ça, c'est pas plus mal. Donc on va avoir vraiment une nouvelle offre de produits, et l'important pour nous, c'est de mesurer régulièrement cette performance, comme je vous l'indiquais, et d'associer ensuite toutes les publications, les textes, les normes qui sont adaptées de façon à aussi garantir leur bon emploi et l'usage dans le ciment, dans le béton, avec évidemment des caractéristiques qui sont identiques à ce qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à présent, en particulier en résistance mécanique, mais pas seulement, et donc de travailler avec l'ensemble des professionnels. Néanmoins, ces produits, ces évolutions peuvent engendrer quelques
adaptations des pratiques courantes, et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. L'autre composant de notre béton, ça va être le process industriel du granulat. Donc là, on est sur une base classique, on extrait, on concasse une ou deux fois, on contrôle la qualité, puis on expédie. Ça pèse le granulat 8 kg, équivalent CO2 par tonne produite. On a déjà un développement assez riche de contenu recyclé, qui est autorisé par la norme des bétons. Et là, on va récupérer déjà les éléments qui proviennent des déconstructions de bâtiments, les retours chantiers, voilà, tous les bétons qui sont inusités et qui peuvent évidemment être réintroduits. Alors aujourd'hui, c'est recyclé, c'est 75% des bétons sont recyclés, pour la plupart dans des routes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à capturer une partie de cette consommation pour la réintroduire dans nos bâtiments quand on fait de l'architecture et de la construction. Ces bétons, c'est deux familles. Il y a du prêt à l'emploi, donc vous connaissez la centrale classique. En France, il y en a 1800. Ça veut dire qu'à travers la FDES, on traduit la distance moyenne française qui est de 18 km, où que vous soyez sur le territoire métropolitain, Corse incluse. Ça peut être éventuellement beaucoup plus proche que de vous et de vos chantiers. Et puis, il y a les bétons préfabriqués issus d'un process plus industrialisé. Et là, on a quand même 900 établissements à travers la France qui diffusent un certain nombre de produits comme les prédales, les blocs, les bétons architectoniques en façade, en panneaux, etc., etc. Si vous cherchez sur vos moteurs de recherche favoris et dans les réseaux sociaux, vous allez trouver plein de valeurs. Moi, je vous propose simplement les valeurs que nous maîtrisons et que nous connaissons, c'est-à-dire des ordres de grandeur des impacts CO2 moyens français. On a vu que la tonne de ciment, c'est 611 kg CO2 en 2024. Quand j'en fais du béton pour un mètre cube, en dosant à 260 kg de ciment le mètre cube, j'ai 197 kg équivalent CO2 à la sortie pour mon mètre cube de béton. Si je lui ajoute les armatures pour enfin obtenir mon béton armé, on est autour de 250 kg équivalent CO2 avec la valeur syndicale des armaturiers. Sachant qu'il existe des armaturiers qui sont des adhérents de ce syndicat et qui peuvent vous proposer des F2S plus performantes et donc encore un petit peu abaisser cette valeur. Pour décarboner le bâtiment, le gros œuvre est un des principaux leviers, mais il n'est un levier pour les bâtiments collectifs qu'à hauteur de 30% approximativement des impacts. Néanmoins, ce qu'il convient de faire, c'est utiliser les sources pertinentes. Donc, comment choisir la bonne donnée environnementale quand vous faites une approche sur un préliminaire, quand vous faites une approche plus fine, après le permis de construire avec les entreprises et les partenaires. Donc, trouver la bonne donnée environnementale, celle qui est appropriée à votre chantier, à votre projet. Comprendre toute la capacité de formulation des bétons et donc travailler vraiment avec votre bétonnier et avec l'entreprise pour adapter cette formulation et abaisser l'empreinte carbone du gros œuvre. Et puis éco-concevoir le bâtiment avec toute une palette de solutions optimisées dont je vais essayer de vous montrer un petit aperçu. Pour l'utilisation des bonnes données, on a des outils environnementaux qui sont gratuits et disponibles. D'une part, Jego, qui est sur le site de Infociment et développé par Simbéton, qui permet simplement de savoir si une FDES existe ou une donnée environnementale existe par rapport à un composant de bâtiment. C'est gratuit, c'est très simple d'accès. Et puis, quand on rentre vraiment dans l'étude ACV, on a besoin d'avoir une approche un peu fine et proche de la réglementation. Et évidemment, l'étude réglementaire elle-même, on peut configurer les produits, soit pour le béton prêt à l'emploi à l'aide du configurateur BETI, soit pour les bétons préfabriqués à l'aide du configurateur environnement IB. Ces deux configurateurs sont évidemment reconnus par la DHUP et compatibles avec la pratique de la RE 2020 et les logiciels qui vont avec. Simplement, petite illustration de ce que peut donner la formulation des bétons. Si on considère un plancher avec une dalle de 20 cm, c'est un béton très courant, c'est 25-30, XC1, il est à l'intérieur, on a 50 kg d'armature au mètre cube. C'est celui d'un petit bâtiment collectif assez courant. Aujourd'hui, si je le fais avec du CM2AL qui était le plus vendu, on l'a vu ensemble tout à l'heure, on est à peu près à 51, 52 kg quasiment, équivalent CO2 par mètre carré de plancher. Si je ne change rien d'autre que le ciment, mais que je vais chercher un CM1 à qui j'ajoute du laitier ou un CM2BL, etc. Vous avez toute la liste qui est affichée à votre écran. On voit qu'il y a des améliorations qui vont se répartir à peu près en trois groupes. Un premier groupe qui va vous permettre de gagner à peu près 5 kg de CO2 par mètre carré.
Un deuxième qui va vous permettre de gagner environ 10 kg de CO2 par mètre carré. Et enfin, les plus performants, les CM3B et CM3C, qui vont vous permettre d'aller chercher jusqu'à moins 17, voire moins 20 kg de CO2 au mètre carré. Ça, c'est avec les valeurs de la boîte à outils Simbéton, qui a été développée pour l'aéro 2022. Et on est en train de préparer aujourd'hui l'aéro 2025, bien sûr, avec de nouvelles valeurs ajustées et actualisées. En matière d'éco-conception et de pratique de l'aéro 2020, un petit rappel très très rapide, mais vous aurez la présentation de toute façon en PDF grâce à Tarek. Petit rappel des 6 indicateurs de l'aéro 2020, donc 3 sur l'énergie pleinement, un qui est mixte énergie carbone, qui est l'IC énergie, et puis le fameux IC construction qui ne parle que de carbone et qui est aujourd'hui celui qui attire beaucoup d'attention. Je tiens à signaler quand même qu'il y a aussi le confort d'été, pour lequel je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais le béton a quand même quelques atouts, en particulier sur les zones méditerranéennes, H2, H3 ou H2D. Le principe du calcul de l'IC construction, c'est vraiment de considérer le facteur d'adaptation au bâtiment. Donc, les FDES ont des durées de vie différentes et il va falloir compter les cycles quand on va faire le calcul du bâtiment complet, puisque c'est l'ouvrage qu'on va chercher à évaluer et qui est fixé sur 50 ans. On va lui associer des quantités, donc le métré, le plus précis possible, évidemment. Et à chacune des lignes des métrés, on va associer une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, ou un PEP, qu'on va aller chercher sur la base INIES ou dans les configurateurs, ce qui nous permettra d'avoir les impacts. Le principe est relativement simple. Et souvent, les modélisations aujourd'hui sont autour de 200 lignes pour décrire à peu près un bâtiment. C'est un peu de travail, mais c'est relativement faisable. Pour mémoire, la dégressivité des seuils à respecter pour les domaines qui sont couverts aujourd'hui par la RE 2020 sont rappelés simplement à l'écran. Et pour 2025, on a franchi l'une des marches les plus hautes de ces paliers qui nous séparent de 2031, avec des défis aujourd'hui évidemment relativement importants à satisfaire. Petit principe aussi de rappel du module, comment on calcule une analyse de cycle de vie. C'est une approche modulaire qui fonctionne pour tous les matériaux, y compris pour l'ouvrage, avec une durée qui va de T0 à TX, on verra après le X. Euh, des modules qui sont A1 à 3 pour tout ce qui va être production, fabrication des composants. Construction, c'est vraiment le site, avec le transport et l'acheminement. B1, B7, on va avoir toute la vie du bâtiment. Quand on est sur un élément de structure, souvent, c'est des valeurs qui sont proches de zéro, voire tout le temps nulles. Et puis, c'est un C4, on va arriver au bout de 50 ans pour le bâtiment, à la fin de vie, avec la déconstruction, la démolition, l'élimination et la valorisation éventuelle des procédés. Et enfin, à droite, un module D qui peut bénéficier aux avantages d'une deuxième vie, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là pour aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le X, il peut varier quand on va considérer des matériaux différents. Par exemple, une menuiserie, c'est souvent autour de 25 ans pour les FDES, donc pour un bâtiment de 50, bah, je vais compter deux menuiseries. Alors que pour les éléments de structure, d'ossature, la plupart du temps, on est sur des durées de vie qui sont évaluées à 100 ans. Donc, ils vont être ramenés à 50, mais pas en les divisant par deux. Petit détail important. Et lycée construction, c'est tout ça. Quand je mets en œuvre ces éléments-là, nous, on fait beaucoup de cas d'études hein, chez Simbéton, avec des vrais cas d'études, et qu'on confie nos études à des bureaux d'études reconnus et compétents dans les domaines, bien évidemment. Nous, on a étudié un 40 logements collectifs qui est en Île-de-France, et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe au seuil 2025? Vous en avez une représentation à l'écran. Le principe, c'est 40 logements, 5 R+5, avec un niveau de sous-sol, 2200 mètres carrés, de chab. Vous avez les caractéristiques à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment très long, avec deux noyaux de distribution, ce qui n'est pas le plus favorable. Puis on le voit en façade, il y a un niveau d'attique, il y a un jeu de loggia, un jeu de terrasse, donc c'est pas non plus un bâtiment très très compact. Sa version de base est extrêmement traditionnelle. On a un ouvrage en béton avec ciment CEM2A, des armatures, une toiture terrasse et étanchéité bitumineuse, de l'isolant, classique aussi, des menuiseries extérieures PVC avec volets roulants et des façades enduites. La question qu'on s'est posée, on l'a calculée, voilà l'écran, on l'a calculé pour le RE 2022, ce bâtiment. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je reprends le même bâtiment et que je le recalcule aujourd'hui? Donc en 2022, il passait tout juste le seuil 2022, mais il le passait.
Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe si je veux le recalculer le même aujourd'hui? Je garde le métré, je le recalcule avec les F2S disponibles, et ben il passe plus. Pour ça, ça s'explique parce que, en fait, vous avez des FDES collectifs qui ont disparu, qui ont été remplacés par des données environnementales par défaut, et des données environnementales par défaut même ont été parfois, pour le gaz, renforcées encore plus pénalisantes. Donc comment je fais? Première chose que je peux faire, c'est améliorer les autres lots. Et on voit dans les petites colonnes que je vous présente que le gros œuf, qui est en bas de l'écran de chaque colonne, hein, représente à peu près 30% du total. Donc, c'est pas forcément la seule cible. Et ici, on a illustré avec des éléments répartis notamment sur les lots 4, 5, 6, 7 et 8 et 12, où on a été chercher des FDES individuels, mais très représentatives des pratiques courantes, qui améliorent sensiblement la performance. On a maintenant un bâtiment avec ces simples ajustements qui passe le 2022, mais pas encore le 2025, parce qu'il nous manque 51 kilos pour aller le chercher, le 2025. Comment je fais pour aller chercher ces 51 kilos? Ben, je vais travailler justement sur le gros œuvre, et plus particulièrement sur les bétons et toute la palette des bétons. Ici, quand je fais un mètre cube de béton avec trois ciments sélectionnés, le CM2A de référence et le CM3A ou le CM3B, on voit des évolutions qui peuvent permettre de gagner 27% ou 39% d'impact. Si je pratique ça et que je l'applique à mon bâtiment, uniquement sur le lot 3, donc la partie où on a les gros chiffres en gras tout en bas de l'écran, on va pouvoir voir ce qui va se passer si je travaille avec un CM3 seulement sur les dalles, avec un CM3 sur toute la superstructure, ou de la même façon CM3B sur les dalles ou la superstructure. Ça nous donne des gains qui vont de -24 à -61 kg en fonction des différentes combinaisons. Donc on a fait au moins la moitié du chemin, voire un peu plus que le chemin qu'on cherchait à faire, en jouant déjà avec cette première idée. L'autre idée, c'est de varier aussi faire de la frugalité. On voit sur la partie droite le poids de chaque partie d'ouvrage. Les refends, par exemple, pourquoi font-ils 20 cm si 18 suffisent au maintien de la résistance mécanique et de la performance acoustique? Arithmétiquement, je gagne 10%. Les 10%, ça fait 2,8 kg de CO2 par mètre carré chable sur ce bâtiment. Je peux aussi, sur les étages supérieurs, remplacer mon béton prêt à l'emploi en voile par des façades en bloc béton sur les 4 niveaux. Et là, je vais gagner 15 kg. C'est une autre façon d'aborder et de chercher l'économie. Et évidemment, il y a la mixité. Si je prends un bâtiment de même type, en structure poteau-poutre béton, et que je mets en place des façades bois avec des parements différents, bah là, on a une déclinaison. On retrouve notre bâtiment de référence à gauche en 713 kg équivalent CO2. Et on va faire varier ces murs ossature bois avec différents parements, le Stovantec, un bardage acier, un bardage bois. Et on voit que le bardage bois passe ici, allègrement, passe sous le seuil 2025. Évidemment, il y a des compensations entre le lot superstructure numéro 3 et le lot numéro 6 qui correspond aux façades, puisque on a changé les matériaux. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a potentiellement une évolution de la surface habitable en fonction des différentes solutions. Dans l'étude, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous en montre deux exemples. On a aussi travaillé sur l'impact des parties de second œuvre. Deux exemples ici, donc, le revêtement de sol en pièces sèches, avec une variation sur un PVC, puis d'autres composés qui sont des carrelages, des parquets, qui peuvent permettre de gagner -7 à -39 kg de CO2 par mètre carré chable, ou des travaux avec les techniques de peinture et les produits utilisés, donc soit la donnée de base en classique, syndicale, soit des données plus ciblées, avec même de la peinture recyclée, et on peut aller gagner jusqu'à 24 kg de CO2 par mètre carré chable. Une fois que j'ai fait tout ça, combien ça me coûte les euros gagnés, les kilos de CO2 gagnés? Ben là, vous allez voir deux écrans successifs. D'abord, le gros œuvre. On a la base, c'est notre 100% CM2A, et puis on a évoqué ensemble un certain nombre d'évolutions. L'épaisseur des refends, par exemple, le changement avec des blocs béton, mais aussi on a travaillé la brique, on a travaillé des solutions MOB qu'on a vues. Il y a même des solutions CLT que je ne vous ai pas présentées, mais qui existent. Les travaux sur le changement des ciments dans nos bétons. Le gain carbone, c'est la colonne suivante, donc j'ai gagné X kilos par mètre carré. Et puis le surcoût qui a été induit par cette solution. Est-ce que je gagne de l'argent en coût de construction? Est-ce que ça me coûte plus cher? Et finalement, à la fin, sur le graphique en couleur et sur la traduction à droite, quel est le coût nécessaire par kilo de CO2 que j'ai évité?
Donc on voit tout de suite les évolutions. Effectivement, ben, aller chercher des solutions aujourd'hui très très complexes, ça coûte plus cher, mais on peut gagner beaucoup ou moins de CO2. Donc il faut trouver l'équilibre et c'est ça que simplement je voulais vous livrer, c'est ces compositions-là, ces équilibres-là qu'il faut évidemment retrouver et réapprendre avec vous dans vos exemples. Ça marche aussi pour le second œuvre. On a fait des déclinaisons sur des modes PVC, sur des peintures, celles que vous avez vues, mais on a travaillé aussi les menuiseries extérieures ou les volets roulants. On s'aperçoit très bien que effectivement le volet roulant motorisé, bah, si on supprime le moteur, on gagne pas beaucoup de carbone, on gagne plutôt en surcoût, donc ça c'est plutôt rentable. Voilà, ça a été fait avec les FDES qui étaient disponibles sur Ignies, avec Pouget et l'évaluation par un économiste de chez Pouget. Pour conclure, simplement, parce que je crois qu'on est un peu dans le timing, je préfère qu'on ait des questions et des échanges. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner cette transition parce qu'on pense que le ciment et le béton restera un partenaire de la construction. On y croit vraiment et on pense que ce sera utile parce que de toute façon, mettre tout avec des matériaux bois biosourcés, aujourd'hui, ça nous paraît quand même très compliqué pour tout un tas de types d'ouvrages et pour les problèmes d'approvisionnement et de savoir-faire de l'ensemble des acteurs, y compris des entreprises. Donc, apporter des solutions, les accompagner. Aujourd'hui, le petit graphique à droite vous montre que les ciments CEM1 sont de moins en moins nombreux sur le marché et que les ciments à basse empreinte augmentent petit à petit. Donc, il faut encore qu'on s'améliore. On est sur cette voie-là. On essaye de développer des outils pratiques, accessibles, validés, clairs, je l'espère. On mène des études de cas. Maintenant, ce qu'on veut faire avec vous, c'est recueillir les retours d'expérience, participer à l'information et au partage d'informations comme on le fait ce soir, et puis rassurer les acteurs. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec le CSTB, on travaille aussi avec les unions syndicales de la Fédération du bâtiment pour adapter les DTU, comprendre les difficultés qui se posent, les questions qui se posent, et essayer d'y répondre avec nos moyens, mais aussi vos retours d'expérience et vos questions. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, évidemment, on va y répondre, mais au-delà, vous pouvez prendre contact quand vous voulez et on est là pour vous accompagner à tout moment. Top. Merci Stéphane et bravo pour cette présentation. Tu as Je suis dans le temps. respecté parfaitement le timing. Bravo, bravo. Donc on a bien compris que du coup tu es à la disposition des archis qui en auraient besoin pour aider dans toutes ces histoires de calcul et de bilan carbone, etc. Alors on a beaucoup de questions qui sont posées, donc j'espère que tu es prêt. Allons-y. On a une première question sur les nouveaux seuils et futurs de la RE 2020. Est-ce que le béton peut ou pourra-t-il encore être utilisé seul pour le gros œuvre ou est-ce qu'on va être obligé d'aller sur des structures mixtes, bois-béton par exemple? Sincèrement, je pense qu'il y a pas mal de solutions qui passent pour 2025. Pour Ouais, 2028, je serai moins. Aujourd'hui, je vais pas vous vendre l'impossible. Je pense qu'il va falloir envisager la mixité, en tout cas avec les informations qu'on détient aujourd'hui. On va essayer de s'améliorer, évidemment. Et je pense même que partager, en quelque sorte, la construction avec d'autres matériaux, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc aujourd'hui, faire du tout béton, ça marche encore pour 2025, mais faut réfléchir un petit peu, faut changer un petit peu peut-être certaines approches. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner les ingrédients justement pour appréhender ça. ok. Super. Alors, à tous nos participants, n'hésitez surtout pas à continuer à poser vos questions, même s'il y en a, il y en a déjà. On en a une autre concernant le poids, le poids du transport en CO2. C'est quoi le pourcentage en fait du transport dans la question du CO2? Combien pèse le transport en CO2 en pourcentage à peu près? Aujourd'hui, il est à peu près autour de 10 à 15%, ça dépend où vous êtes, mais la distance parcourue, on est de cet ordre-là. Ok. Donc c'est pas négligeable. Le Oui. ciment seul, en fait, aujourd'hui, c'est 53 à 62% en fonction du ciment que vous utilisez dans un mètre cube de béton. Donc, contrairement à l'image répandue qui est le béton est responsable à au moins 80% de l'impact, c'est faux. Voilà. D'accord.
Ok, très clair. Alors aussi une question sur la durée de vie du béton, parce que c'est aussi un impact, hein, je pense, dans le calcul de la résilience d'une construction et de son impact sur l'environnement. C'est quoi la durée de vie réelle d'une construction béton? La durée de vie du réel d'une construction béton, je pense qu'aujourd'hui, on arrive assez allègrement à la centaine d'années. On a un théâtre des Champs-Élysées qui est pas trop mal sur Paris, par exemple. On a quelques ouvrages qui ont été bien construits, bien conçus et bien entretenus. Mhm. Évidemment, comme tous les ouvrages, ça c'est une question. Donc on peut tenir longtemps et je pense que d'ailleurs c'est une des voies qui nous intéresse et vers lesquelles j'essaye d'entraîner mes industriels pour ne pas vous le cacher, c'est pas toujours facile. C'est la réhabilitation et la prolongation, l'allongement de la durée de vie d'une structure béton avec peut-être des changements de destination, des adaptations. C'est un sujet aujourd'hui qu'on commence à explorer sérieusement parce que c'est l'avenir. Donc ouais, je pense que on peut envisager sereinement des durées longues. Ok. Alors pour le coup, parmi nos participants, on en a quand même pas mal qui sont spécialisés en réhabilitation et c'est un peu mon cas aussi. Et aujourd'hui, on constate quand même une problématique de vieillissement accéléré de certains bétons en lien avec les changements climatiques. Est-ce que aujourd'hui les bétons actuels prennent en compte ces problématiques-là de changement climatique? Est-ce qu'ils seront plus résilients que ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant? On y travaille. Je suis pas sûr qu'on ait toutes les solutions, pour être tout à fait sincère et transparent avec vous. Mais on y travaille sérieusement parce qu'effectivement, il faut qu'on regarde comment on peut préserver ces éléments-là. Quel type d'agression aussi sont les causes? Elles sont parfois industrielles, elles sont parfois effectivement strictement climatiques. Aujourd'hui, pour ceux qui subissent des vagues submersion ou des inondations en ce moment, je pense que finalement, le béton tient plutôt pas mal après coup, même s'il y a des travaux de remise en état a posteriori. Donc il faut qu'on analyse mieux ces phénomènes climatiques intenses et peut-être qu'on arrive à faire une ségrégation en fonction du type d'agression qu'on Ok, subit. Et voilà, on essaie d'y travailler sérieusement, notamment pour préserver aussi des érosions ou des agressions qui vont endommager les armatures, par exemple, et créer ensuite des pathologies que personne ne souhaite. Voilà. ok. Merci. Bon, j'ai un petit peu triché parce que c'était pas vraiment dans le thème cette question, mais j'étais là, j'en ai profité. Alors, les normes de calcul ACV des produits de construction ont évolué. Quid du béton? Le béton, il est comme les autres, il va plutôt augmenter. On a D'accord? signalé ça, là, je vais être très transparent, nous on augmente, on a fait les premières évaluations, on est sur une augmentation de l'ordre de 10 à 15% sur l'ensemble de la palette des produits, malheureusement. Uniquement par le choix de la méthodologie. On a regardé aussi pour d'autres produits de structure en particulier, et on est plutôt pas mal dans notre évolution, si j'ose dire, dans notre pénalité. Nous, ce qu'on a apporté comme message au ministère, c'est que bah, c'est vrai pour à peu près tout le monde, et que si on n'a que des FDES au format A2 pour ceux qui sont un peu initiés à ces sujets-là, aujourd'hui, on craint qu'on ait des difficultés à passer les seuils 2025 avec ces FDES actualisés, alors que bah, les seuils baissent, les FDES montent, donc l'effet ciseau, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc on en a Hmm. conscience, on essaye d'alerter le ministère qui a pris connaissance de cette, et au moins il a acté les choses, mais il était un peu surpris de ces phénomènes, donc on discute avec eux pour essayer de voir si on peut obtenir comment dirais-je, un assouplissement, je sais pas si c'est le mot, mais quelque chose d'un petit peu moins figé sur l'application de l'ARE 2020, de façon à ce que tout le monde puisse s'adapter sereinement dans la chaîne de valeur, hein, les maîtres d'ouvrage, les industriels, et voilà, on a pensé à tout le monde. Ok, très bien. Alors, on a d'autres questions. Alors, si on remplit de bois les alvéoles de parpaing ou des planchers, Ouais. est-ce qu'on peut gagner un peu en CO2? Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, alors il y a des solutions qui existent, de ourdi bois-béton, ça existe. Avec comme des fonds de coffrage un peu à base de produits biosourcés. Ils sont
plusieurs préfabricateurs doivent vous proposer ce genre de solution. Ce sont des dispositions qui existent. Nous, on a même joué à faire un mur en bloc classique, le B40, l'agglo que tout le monde connaît, et on l'a rempli avec de la sueur. C'est meilleur. Ça n'a aucun intérêt, ça coûte plus cher, mais ça marche mieux en CO2. Donc voilà, juste faut rester raisonnable, quoi. Mais Oui, oui, parce il y a des... que là, on arrive à des solutions qui sont enfin, c'est plus constructif, quoi, dans tous les sens du terme. Ouais, Mais pour le coup, bon, là, est-ce qu'on a des ouais. solutions habiles, des manières Il y a habiles des, de profiter justement du bois, par exemple, qui est plutôt favorisé dans la RE 2020, mais de manière constructive? ouais, il y a des solutions sérieuses qui sont proposées par les préfabricateurs sur les ourdis de plancher, par exemple. D'accord, Et c'est il y a plutôt des sur la solutions, préfabrication. c'est plutôt via la préfa, ouais, aujourd'hui. Après, il y a des choses, il faut savoir que les bétons de bois ou bétons de chanvre sont peu ou pas porteurs. Donc, on va s'arrêter à des R plus 1, plus 2 pour certains, on va pas aller beaucoup plus haut. Donc, ça correspond à certaines typologies de construction, évidemment, mais c'est mieux de les renforcer avec une ossature, on va dire, conventionnelle, avec le matériau qui vous plaira, et j'espère encore un peu avec béton de temps en temps. Ok, super. Alors, on aime bien être à l'heure à l'Une fois Paris. Il est déjà 18h44, donc ça passe super vite, trois quarts d'heure. Est-ce qu'on peut remettre, moi j'ai pas la main, mais est-ce que quelqu'un peut remettre la slide où on a tes coordonnées, Stéphane? Parce que pour le coup, donc, le principe c'était une info, un outil, un contact. Donc retenez bien, je sais pas si Tarek peut afficher Peut-être qu'il est- euh, les coordonnées. Ou sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et puis, de toute manière, on va vous retransmettre à tous l'enregistrement du webinaire et le support de Bon, présentation. ouais. Et donc, vous aurez aussi dedans donc, les coordonnées de Stéphane. Vous avez dû aussi tous recevoir une petite fenêtre pop-up avec un petit sondage quiz. N'hésitez pas à le remplir. On, on compte sur vous. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui n'ont pas pris connaissance, rendez-vous demain pour un événement sur Paris. N'hésitez pas à contacter Tarek si vous n'avez pas tous les éléments. Merci à tous. Encore merci Stéphane, à toi et Merci puis d'une fois à Paris et à très tous ceux qui bientôt. sont venus assister à ça. Et je reste à votre disposition pour vos questions en particulier et peut-être pour, je l'espère, d'autres webinaires et des visites de chantier, des valorisations de vos projets. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Merci. Stéphane. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. À très bientôt. Ciao.